À Mourmelon, Kevin, futur bachelier, mène la vie d'un adolescent de 17 ans. C'est un jeune homme qui est en pleine réussite scolaire, en pleine réussite sociale. C'est un garçon, finalement, à qui tout sourit. Et depuis quelque temps, il file le parfait amour avec la jeune Océane. Pourtant, le 2 juin, alors que le couple se promène dans un parc, un homme les agresse. Cet agresseur ne laisse aucune chance à Kevin. Les secours vont tenter de le réanimer, mais c'est déjà trop tard, en fait. Kevin a les poumons perforés, il n'y a plus rien à faire, il est en train de décéder et finalement, il a déjà arrêté de respirer. On n'a pas envie d'y croire, on se dit d'abord c'est une mauvaise blague, comment ça Kevin est mort À ce moment-là, évidemment que je crois que c'est un vol, que c'est dû à voilà, une agression. On ne s'imagine absolument pas le vrai scénario qui se cache derrière cette histoire. À Montmorillon, dans la Vienne, Magali, 23 ans, est une jeune femme qui a déjà traversé de nombreuses épreuves. La séparation vient de la maman de Magali qui était victime de violences conjugales et elle a voulu protéger ses enfants, d'une part en divorçant de son mari et d'autre part en plaçant ses enfants qui ont été initialement en foyer et ensuite ils sont allés de famille d'accueil en famille d'accueil. Magali évolue difficilement depuis la séparation de ses parents. Magali a certainement développé une fragilité à ce moment-là qui s'est accentuée avec le temps. Pourtant, la vie semble de nouveau sourire à la jeune femme depuis sa rencontre avec Julien, 27 ans. Mais le 4 juin 2018, les pompiers sont appelés en urgence au domicile de Magali. On leur a dit qu'une femme était donc inanimée dans son appartement à Montmorillon, dans le centre de ce village. Les gendarmes vont se saisir du dossier et vont ouvrir une enquête parce qu'il s'agit d'un crime violent, c'est une strangulation et il y a forcément un coupable qui est dans la nature. Est-ce qu'il est en cavale? Les gendarmes vont le chercher. On est le samedi 2 juin 2018. Kevin et Océane ont rendez-vous dans un parc. Ce sont deux personnes qui se connaissent depuis pas mal de temps, ils ont eu des relations amoureuses. Tout est vraiment mignon à ce moment de l'après-midi. Mais cette ambiance ne va pas du tout durer puisqu'il y a un inconnu qui va s'en prendre aux deux jeunes. C'est un homme qui arrive avec un regard sombre, avec un teint mat, et lui saute dessus pour lui voler son sac à elle. Elle prend un coup, elle crie, et Kevin s'interpose. Une bagarre éclate, des premiers coups sont donnés. Au début, ça n'en reste qu'aux mains, mais bien vite, la situation se dégrade puisque l'agresseur va sortir un couteau de sa poche. L'agresseur va vraiment s'acharner sur lui, ça va se passer très rapidement. Kevin va essayer de s'enfuir, malheureusement, il ne va pas réussir et son agresseur ne va pas le lâcher et il va lui asséner plusieurs coups de couteau. Il a été victime d'un acharnement de la part de l'agresseur avec des coups portés avec une violence extrême. On commence vraiment à se poser plusieurs questions sur qui pourrait être le potentiel agresseur. Est-ce que c'est une personne qu'il connaît, un inconnu? Est-ce que c'est un SDF, quelqu'un connu des services de police? On ne sait vraiment pas qui est cette personne. On ne s'imagine pas du tout que derrière cette attaque, derrière ce meurtre, il y a un scénario construit. C'est à Mourmelon-le-Grand, une petite commune de la Marne, que Kevin, 17 ans, a grandi. Kevin est l'aîné de 3 enfants. Il est très famille, très famille. C'est mon premier petit-fils. Et quand il est né, ça a été pour moi une révélation, quoi. Je l'ai un petit peu élevé comme mon enfant, quoi.
Donc c'est pour ça qu'on a été fusionnels tous les deux. J'étais sa deuxième maman. J'ai eu la chance de connaître Kevin depuis la maternelle. Donc en fait, on a grandi ensemble. C'était vraiment quelqu'un avec qui on passait de très bons moments. Il est toujours resté le même, il est toujours resté vraiment sincère avec ce qu'il était. Il était toujours chaleureux, souriant et il n'a jamais perdu cette joie de vivre. C'est quelqu'un qui est apprécié de tout le monde, qui est sportif. Il s'est trouvé une passion pour la boxe. Et ça faisait 2 ou 3 ans qu'il faisait de la boxe. Il aimait ça, ça allait le muscler. Kevin était en terminale S. Il allait avoir son bac au mois de juin. Il avait pour but de rentrer dans une école pour faire du dessin. C'était un bon élève. Il aimait l'école. C'est un jeune homme qui est en pleine réussite scolaire, en pleine réussite sociale. C'est un garçon, finalement, à qui tout sourit. Au lycée de Châlons-en-Champagne, où il est scolarisé, Kevin ne laisse personne indifférent. Et surtout pas les filles, auprès desquelles il a un certain succès. T'es trop beau. Sa première liaison amoureuse, c'est avec Océane. J'ai entendu parler de cette jeune fille très longtemps avant. C'est une relation qui a débuté, je ne sais pas, vers l'âge de 14-15 ans. Ils ont commencé à se connaître en primaire. C'est surtout au lycée où ils ont eu le même groupe d'amis, donc en fait que c'est de là où est partie leur relation. Il en est fou amoureux depuis la 3e, ils sont en terminale, ils ont 2 ou 3 problèmes, ça s'arrête, ça recommence. C'est un peu je t'aime moi non plus, je te jette, je te reprends, c'est un peu très compliqué. Le 2 juin 2018, Kevin et Océane se sont donné rendez-vous au parc du Bois des Sœurs pour profiter d'un après-midi en amoureux. C'est le parc du centre-ville de Mourmelon, c'est quand même assez grand, on peut vraiment se promener, il y a un cours d'eau, des pelouses verdoyantes, c'est assez fleuri, c'est vraiment joli. C'est juste à côté de l'église et les jeunes ont coutume de se balader dedans. Sa maman était au courant. Il l'a même appelée pour lui demander si après il pouvait venir chez lui avec Océane. Donc elle lui avait dit oui. Les 2 jeunes sont âgés de 17 ans, donc ils sont pas mal adeptes des réseaux sociaux. Océane va prendre une photo des deux en mettant des petits cœurs et cette photo va d'ailleurs être postée via les réseaux sociaux. Alors que les 2 adolescents profitent pleinement de cet après-midi ensoleillé, leur vie va basculer dans l'horreur. Le 2 juin, on est appelé à la section de recherche de Reims aux alentours de 15h, 15h30 par le procureur de la République de Châlons-en-Champagne qui nous dit qu'il faut qu'on se déplace pour scène de crime qui concerne une bagarre entre jeunes. Donc on arrive sur les lieux à Mourmelon vers 16h, 16h15. Là, les pompiers sont sur place. Les secours vont tenter de le réanimer, mais c'est déjà trop tard en fait. Kevin a les poumons perforés, il n'y a plus rien à faire, il est en train de décéder et finalement il a déjà arrêté de respirer. À quelques mètres de là, se trouve Océane, qui vient d'assister impuissante au meurtre de son petit ami. Océane est retrouvée totalement en état de choc. Ils vont voir que sur elle, elle porte quelques ecchymoses, quelques marques de lutte. D'ailleurs, son t-shirt est même rempli de sang, sûrement celui de Kevin. Quelques minutes plus tard, la police scientifique arrive sur les lieux et procède aux premières constatations. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui nous choque. C'est violent, c'est déchaîné, c'est une ouverture au niveau du cou. C'est vraiment passionnel, quoi. On a des premières pistes. D'abord, l'idée d'une arme blanche.
et l'idée d'un acharnement sur le corps de la victime, puisqu'on a déjà des informations selon lesquelles il y a plusieurs dizaines de plaies sur le corps, et des plaies qui sont profondes. On n'est pas effectivement dans le cadre d'une bagarre qui a mal tourné. Brigitte, la grand-mère de Kevin, reçoit un appel. Mon téléphone sonne et donc je regarde et je vois que c'est mon fils. Je décroche et je lui dis « Coucou, ça va ?» Et là, je l'entends pleurer. Et là, je comprends pas. Je me dis « Mais... » Et je lui dis « Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, à demi-mot, parce que je comprenais pas ce qu'il me disait, il me dit « Maman, on a poignardé mon fils. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et là, il me dit « Maman, on a poignardé mon fils. On a poignardé Kevin, Kevin est mort. » Et là, je hurle. On n'a pas envie d'y croire, on se dit d'abord c'est une mauvaise blague. Comment ça, Kevin est mort? À ce moment-là, évidemment que je crois que c'est un vol, que c'est dû à une agression. On ne s'imagine absolument pas le vrai scénario qui se cache derrière cette histoire. Deux heures après l'agression mortelle de Kevin, Océane, l'unique témoin des faits, est entendue à la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand. Elle va expliquer l'agression, bon, toujours en état de choc, donc c'est un petit peu décousu, c'est un petit peu flou. Elle explique tout de même ce qui s'est passé, le vol du sac à main, enfin du moins la tentative. Tout repose sur elle, puisqu'elle va nous faire, comme on fait pour chaque témoin, un portrait robot qu'elle nous note 17 sur 20. Donc un portrait robot très bien, très précis. Et notamment, ce qui nous a surpris, nous, c'est qu'en plus du portrait robot, on avait des sensations odorantes. Elle nous dit qu'il sentait le tabac, elle nous dit qu'il sentait l'alcool. Elle nous donne des éléments qui sont très très précis sur la tenue vestimentaire. Elle va expliquer que cet homme, il est grand, qu'il porterait une casquette, qu'il aurait un pantalon militaire et sûrement un sweat noir. Ce portrait robot sert à orienter nos recherches sur un physique et on lui présente un tapissage complet de personnes pouvant correspondre à ce qu'elle nous a raconté. Elle ne reconnaît personne. Une diffusion nationale du portrait robot est alors lancée, en espérant que quelqu'un reconnaisse l'agresseur. Et quelques heures à peine après le meurtre de Kevin, un dispositif massif de recherche est mis en place. Toute la gendarmerie va se mobiliser pour essayer de trouver ce tueur qui est peut-être encore dans les rues de la ville. On fait des survols de bois pour voir s'il y a une voiture abandonnée ou quelqu'un qui court dans les bois, puisqu'on a beaucoup plus de visuels. Bien sûr, il y a aussi des gens, des locaux qui font des contrôles. Tout est mis en place pour essayer de serrer la ville. L'assassinat de Kevin a pour répercussion que les gens ont peur de sortir, ont peur de se promener tout seul le soir, ont peur même la journée. On ne sait pas du tout pourquoi Kevin a été agressé. Kevin n'a aucun antécédent, il n'est pas connu de la police, il n'est pas connu pour des faits particuliers dans Mourmelon. Et c'est entre guillemets la victime idéale, c'est un blond avec un visage d'ange que tout le monde appréciait. Donc non, dans un premier temps, on ne voit pas du tout pourquoi on pouvait s'en prendre à ce jeune homme-là. Et les habitants sont vraiment très très loin de s'imaginer ce qu'il a pu vraiment se passer derrière cette attaque. Et c'est ce qui va encore plus choquer la population. Alors que les recherches continuent, en fin d'après-midi, les résultats de l'autopsie arrivent sur le bureau des enquêteurs. Elle vient confirmer les premières constatations des gendarmes. Il y a un acharnement évident parce que Kevin reçoit 34 coups de couteau ce jour-là, et même des coups de couteau, ça sera prouvé après, qui ont été portés alors que Kevin était déjà décédé. On sait qu'il s'agit d'une lame qui peut avoir plus de 10, 15, 20 cm de long.
il y a 3 régions vitales qui ont été touchées par de nombreux coups. Il y a d'abord la tête. Et ensuite, il y a plus d'une dizaine de plaies qui touchent le thorax au niveau des poumons. Ensuite, il y avait une plaie d'égorgement. Une plaie d'égorgement n'est pas une plaie anodine, accidentelle, où on est dans un acharnement qui a un objectif, c'est tuer. On a affaire à un agresseur qui a un profil psychologique particulièrement grave. Quand on agresse pour un sac, on ne met pas 35 coups de couteau. On est plus dans du passionnel. Tout laisse à penser que Kevin connaissait son agresseur. Sur les lieux du drame, les gendarmes continuent leurs investigations à la recherche d'indices leur permettant de démasquer l'individu. On nous parle d'un couteau, on ne retrouve rien. On a quand même un étang, donc on a fait venir des plongeurs et il n'était pas dans l'eau. Les autres enquêteurs fouillent la scène de crime et c'est là qu'ils vont tomber sur un ADN qui est inconnu puisqu'il ne correspond pas à celui de Kevin. La première tache de sang découverte à peu près à 200 mètres à côté d'un arbre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une tache, c'est pas une tache qui a coulé, sinon elle aurait explosé, elle fait des éclats. Donc c'est quelqu'un qui a posé sa jambe, qui a posé sa main et qui saigne. Donc premier élément intéressant pour nous, il est blessé. Pour essayer de retrouver son chemin de fuite, on fait venir de Strasbourg un chien. Il piste cette tache, il nous emmène vers la rue parallèle. Et en ratissant cette rue, on retrouve une deuxième tache de sang. Et la deuxième tache de sang, c'est cet ADN inconnu. Donc on est bien face à l'auteur. Et on a une fuite, un chemin de fuite qui nous permet de concentrer un peu plus notre recherche de renseignements sur ce secteur-là. Les jours passent et malgré d'importantes recherches, le meurtrier de Kevin reste introuvable. Mais le lundi 4 juin 2018, 48 heures après les faits, un homme et son fils ont des révélations à faire à propos d'un certain Adrien. Le père vient à la brigade et nous dit, voilà, mon fils a quelque chose à dire sur un proche. Ce lycéen est à l'école avec Adrien et il le voit y arriver le lundi matin et il boite. Adrien a une blessure au niveau de la cuisse et ses camarades de classe vont s'en rendre compte. Ça va évidemment aiguiser les doutes dans la communauté et parmi les élèves du lycée. Un des camarades d'Adrien, donc qui était dans sa classe, a vu qu'il checkait quand même souvent les informations, savoir où est-ce que l'enquête en était. On nous dit que ce serait un concurrent au niveau d'Océane à Kevin, qui serait fou amoureux d'elle et qui aurait eu déjà des réactions violentes quand on s'en prenait à Océane. Donc on prend la décision d'envoyer un groupe d'enquêteurs, d'aller le voir s'il est blessé, s'il veut bien le montrer. Les parents nous reçoivent et mon collègue lui demande qu'est-ce qu'il a fait ce week-end. Donc il lui explique en 2 mots qu'il a été courir, qu'il est au courant de ce qui s'est passé. Et il lui demande s'il est blessé. Et là, il lui dit oui, je suis blessé à la jambe. Je suis tombé sur un caillou en courant. Donc mon collègue lui demande de voir la blessure, il accepte. Donc il enlève son pantalon et c'est une blessure typique de coup de couteau. Les enquêteurs procèdent alors à une perquisition dans la chambre d'Adrien. Et très vite, les doutes qu'ils ont sur l'adolescent vont se confirmer. On va retrouver une supposée arme du crime avec pas mal de taches rougeâtres dessus qui peut faire penser à du sang. De plus, on a retrouvé son pantalon qui a été sectionné avec également des taches de sang. Et dès lors, mon collègue le met en garde à vue, lui notifie ses droits, tout ce qui est légal, et monte dans la voiture pour le ramener à la brigade. Quand on nous apprend que c'est ce garçon-là qui a été arrêté par la police, ben on se dit que c'est pas si étonnant que ça en fait. Parce que ce garçon-là, il avait déjà une réputation de garçon violent.
À 17 ans, Adrien est fils de militaire. Il vit depuis plusieurs années à Mourmelon, entouré de ses parents et de ses 2 sœurs. Adrien est un garçon un peu particulier, singulier. Probablement au regard de ses camarades, il n'a pas les mêmes intérêts qu'eux. C'est un jeune homme qui est assez peu sociable, qui est fan de jeux vidéo, de Dexter. C'est quelqu'un en fait qui passe beaucoup de temps devant son ordinateur, dans sa chambre, qui sort pas beaucoup. C'est quasiment l'opposé de Kevin. C'est un garçon qui est plus taciturne, qui est plus taiseux. C'est un garçon qui collectionne les armes. C'est un garçon qui est un peu plus sombre que Kevin. Kevin et Adrien, ils ont très peu de liens. Ils sont pas amis du tout. Adrien, il est seul parce qu'il a tendance à être violent. Il a été expulsé des écoles et tout pour avoir, par exemple, frappé à coups d'extincteur sur un gamin. C'est un garçon qui mène une vie assez décevante, assez terne, mais son visage s'éclaire, ses échecs sont oubliés quand il évoque l'armée. La géopolitique, l'histoire des guerres, ça c'est son rayon. Avec son père, ils font partie d'un club, d'une association de reconstitution de faits de guerre de 44, surtout le débarquement. À la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand, les enquêteurs procèdent à l'interrogatoire d'Adrien. Et face aux éléments à charge qui lui sont présentés, le lycéen ne tarde pas à faire des révélations. Adrien, je crois qu'il a tout de suite perçu la gravité dramatique des faits. On sent qu'il est écroulé, quoi. Il doit se rendre compte, ça y est, ce que j'ai fait. Voilà, il est vraiment écroulé. Il explique qu'il a agi pour sauver l'honneur d'une personne, d'un complice qu'il a aidé à échafauder finalement cet assassinat. Les gendarmes vont de suite savoir que Adrien n'était pas seul et que ce scénario était imaginé à 2. Adrien nous dit « j'ai fait ça avec Océane ». Adrien explique alors aux enquêteurs qu'Océane était loin d'être une inconnue pour lui. Adrien est fou, mais fou, amoureux d'Océane. Et Océane le fascine. Elle est son contraire. Elle est à l'aise, elle parle beaucoup et elle a l'air d'en connaître un bout sur les sentiments. Adrien n'a jamais eu d'histoire d'amour, ni même de flirt. Adrien est un garçon plutôt complexé. Il ne pense pas qu'une fille puisse s'intéresser à lui. Quand une fille lui plaît, c'est d'autres qui remportent la mise. Et il a vu Océane flirter avec Kevin. Peut-être qu'il s'est senti face à un adversaire avec Kevin et qu'il avait besoin de se mesurer à lui. Connaissant Adrien, je sais que par amour et par stupidité, il aurait très bien pu tout simplement obéir à Océane. Océane est plus que jamais suspectée d'être liée au meurtre de Kevin. Adrien ayant avoué être l'auteur des coups, le témoignage de la jeune fille ne tient plus. Suite à cette arrestation, évidemment, Océane est totalement mise en cause puisqu'on apprend que l'histoire du sac à main est totalement faux, il n'y a eu aucun vol. Et de plus, le portrait robot était totalement bidon, elle a fait une fausse déclaration. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle cache? Pourquoi est-ce qu'elle essaye de le protéger? Si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi elle essaye de le protéger? À son tour, Océane est placée en garde à vue, où elle va devoir donner sa version des faits.
Elle va accuser évidemment Adrien de mentir, elle dit que c'est faux et qu'elle n'a absolument rien à voir dans cette histoire puisqu'elle n'avait rien contre Kevin. La garde à vue de la jeune fille sera beaucoup plus délicate, d'abord par rapport à sa posture de victime, se disant elle-même manipulée. Et puis, parce qu'en plus, elle va faire plusieurs malaises. Les premiers éléments, elle dit tout. La toute première audition, non, je comprends pas, il a dit des bêtises sur moi et tout. Et là, elle nous a fait un monologue de 30 minutes environ, où finalement, elle nous raconte qu'elle voulait pas ça, mais qu'Adrien a rien compris. Adrien, il tient sur sa version, en fait, sa première version. Océane, elle le voit, elle sort plusieurs versions, elle change beaucoup de versions, ce qui a le don quand même d'énerver assez les enquêteurs. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, les gendarmes procèdent à l'analyse des téléphones des deux suspects. Et ce qu'ils vont découvrir sur celui de l'adolescente est sans appel. On se rend compte que... Bon, il y a quoi? Il y a 100 SMS 100 SMS sur son téléphone et la facturation détaillée, il y en a 6000. Donc il y a quelque chose qui a disparu et quand on fait disparaître quelque chose, c'est pour cacher quelque chose. Les enquêteurs vont surtout s'intéresser à la téléphonie d'Adrien et aux messages qu'il a pu échanger avec les personnes de son entourage dans les heures, dans les jours qui ont précédé son interpellation. Et ils vont se rendre compte que des centaines de textos ont été échangés entre lui et Océane juste avant le meurtre de Kevin. Et après, on retrouve des nudes, ils s'appellent ça, donc Océane qui se prend en photo dans des positions sexuelles et qui lui envoie, etc., etc. Donc il y a bien un gros rapport entre les deux. Ils sont vraiment liés depuis, d'ailleurs, quand on remonte les photos, ça fait plus de 3 ans que ça dure. La relation entre Adrien et Océane, elle était cachée. On savait qu'Adrien l'appréciait, mais on ne savait pas forcément qu'en retour, Océane était comme ça avec lui, qu'elle lui laissait paraître des sentiments. Au fur et à mesure des investigations téléphoniques, le profil d'Océane se dessine. Je pense qu'elle cachait la relation parce que, comme elle en avait 15 autres à côté, fallait pas qu'il y en ait une de plus qui se mette sur le tableau. On se rend compte qu'on a 2 visages. On a une Océane avec des petites fleurs et des petits cœurs, avec tous ses amis chez Beau et tout. On est dans les pâtures, on se promène. Et puis on a les photos avec Adrien, où là, elle est en tenue de combat, avec des armes, des couteaux, des scènes violentes. Mais ce n'est pas tout. Les échanges entre Adrien et Océane semblent montrer que l'adolescente n'est pas la victime, mais plutôt l'instigatrice de ce scénario macabre. Et derrière son visage d'ange se cacherait une véritable manipulatrice. Adrien et Kevin étaient amoureux d'elle. Et elle laissait paraître des sentiments pour les deux, en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit que c'était elle qui était la cause de tout, finalement. Il n'y a aucun doute sur l'implication de la jeune fille. Les textos sont très clairs. Ils se disent hâte d'être à samedi, tu vas pouvoir le faire, tu as le courage de le faire. Elle l'encourage à ça, finalement. Lui fait part un peu de ses doutes et finalement est reboosté par les échanges qu'il peut avoir avec Océane. On se rend compte de la machination que Océane avait mise en place, puisqu'elle va manipuler Adrien en lui disant que de toute façon il est mineur, donc il ne va pas risquer grand-chose comparé à une personne qui est majeure, en expliquant également qu'il peut très bien dire que c'était un moment de démence, et surtout évidemment de ne surtout pas parler de Océane, qu'elle n'a rien à voir là-dedans et que s'il a fait ça, c'était de son plein gré. L'un des derniers messages de Océane expliquera à Adrien qu'il faut surtout qu'il lui donne des coups pour que tout cela puisse paraître crédible. On va découvrir qu'ils se sont vus 1 heure avant les faits. On va découvrir que l'idée du portrait robot est aussi manifestement une idée partagée. Chaque fois qu'il y en a un qui a une idée, une piste, une réflexion, elle est partagée, elle est reprise, elle est développée par l'autre. Sur le plan matériel,
c'est une élaboration qui se fait véritablement en miroir. Dans cette enquête, on se rend compte à quel point les recherches concernant la téléphonie sont vraiment importantes, puisque sans ça, on n'aurait jamais pu se rendre compte que Océane était vraiment le cerveau de cette affaire. Mais alors, quel est le véritable mobile de ce crime? Pourquoi Océane a-t-elle voulu s'en prendre à Kevin? Pour motiver Adrien à attaquer Kevin, elle lui avait expliqué que, selon elle, Kevin aurait été vraiment quelqu'un de très mauvais avec elle. Elle lui fait croire des choses qui sont fausses, comme quoi elle subit des violences par Kevin, que Kevin l'a violée, que Kevin l'a mise enceinte. Finalement, ça le gargarise, il trouve la force de faire ça, il trouve la force d'être un soldat, et puis il agit pour la défendre, puisque Océane explique qu'elle a été agressée par Kevin, et donc il faut la venger, et donc c'est pour elle qu'il fait ça, c'est pour défendre Océane. Dès le départ, je dis à tout le monde, à 99,9%, je connais Kevin, et jamais Kevin ne l'a ni harcelé ni violé. Elle a essayé de salir son image alors que c'était tout simplement impossible qu'il soit comme ça. Et je pense qu'elle avait besoin, encore une fois, d'attirer l'attention et de savoir ce qu'Adrien était prêt à faire pour elle. Et donc, Kevin est mort pour rien. Océane, 17 ans, est également fille de militaire. Elle a grandi à Verdun et est arrivée à Mourmelon à l'âge de 9 ans. Mais son parcours scolaire a brutalement été interrompu en 2018, année où elle a été placée dans un internat médicalisé. Elle a d'abord présenté, à l'âge de 13 ans, un empième cérébral, c'est-à-dire une collection purulente des enveloppes du cerveau. Tout ça a évidemment affecté sa scolarité, sa maturation, et elle a été orientée à la suite notamment de ses crises d'épilepsie dans une institution spécialisée. Océane s'est construite autour de cette maladie. Elle a beaucoup mis en avant le fait qu'elle ait une santé fragile. Elle a beaucoup joué sur le fait qu'elle devait se faire opérer, qu'elle avait une tumeur au cerveau, donc on ne savait pas vraiment si elle allait survivre ou pas. Donc forcément, l'attention était forcément portée sur elle, beaucoup. Ce comportement-là d'Océane a fini par faire en sorte que ses amis s'éloignent d'elle aussi. Ils en avaient marre de la voir tout le temps ramenée à ses problèmes de santé autour desquels elle s'était construite. C'est une jeune fille qui est très peu aimée. Je me souviens que j'étais allée voir parmi les anciens camarades, ou les camarades, et tout le monde l'accablait en fait. C'était assez dur parce que j'ai pas rencontré un jeune qui avait une bonne parole sur elle. Océane, pour moi, c'est une fille très intelligente. Elle peut être terrible, elle peut prendre des décisions que personne ne prendrait. Et rien ne lui fait peur. Rien ne lui fait peur. Même pas la mort. Pour moi, elle voulait voir quelqu'un mourir en direct. Pour moi, c'était ça, c'était de voir la mort. En garde à vue, malgré les éléments à charge, Océane continue de nier toute implication dans la mort de Kevin. Les gendarmes interrogent alors les proches de la victime pour comprendre les relations qu'entretenaient Kevin et Océane. C'était surtout une relation toxique à sens unique parce que Kevin, effectivement, avait des sentiments, était amoureux. Mais Océane, en fait, elle le berçait d'illusions, elle le menait en bâton complètement, elle le manipulait. Il y a un caractère manipulateur chez elle, et d'ailleurs, dès que j'ouvre cette information judiciaire, je pose la question de savoir si il y a eu une logique de manipulation. On a l'impression d'une gamine avec des traits de théâtralité hystérique,
Et en même temps, c'est une ado qui papillonne. Je pense que les intentions d'Océane, c'était de vraiment porter l'attention de tout le monde, de toutes les personnes qu'elle pouvait, que ce soit surtout des garçons. Je pense qu'elle aimait plaire, elle aimait jouer de ça. Et malheureusement, Kevin faisait partie des garçons avec lesquels elle jouait. Dès qu'il avait l'intention de partir et de tout simplement arrêter de souffrir pour elle, elle trouvait toujours quelque chose, une phrase, un acte, un mensonge pour qu'il reste en fait. Océane et Adrien sont mis en examen pour assassinat à l'issue de leur garde à vue. Et là, le juge des libertés et de la détention décide de les placer en détention provisoire, donc de les incarcérer dans l'attente de leur procès. J'ai fait choix d'ouvrir l'information judiciaire du chef d'assassinat contre les deux, et pas du chef d'assassinat pour l'un et complicité d'assassinat pour l'autre. J'ai considéré qu'il y avait une collusion et que sans l'un, l'autre n'aurait pas pu agir. C'est une vraie question qui s'est posée, de savoir si on avait affaire à un duo, ce que j'avais appelé à l'époque, avec une interrogation, un point d'interrogation, les amants diaboliques. Alors qu'Océane et Adrien attendent leur procès, un vice de procédure va bouleverser toute la fin de l'instruction. Océane va être remise en liberté. Au bout d'1 an d'incarcération, il faut statuer sur le renouvellement ou non de l'incarcération. Et là, il y a un vice de procédure. L'avocat de la défense doit avoir, dans un délai prévu par la loi, à l'avance, copie du dossier. Et nous n'avons pas remis, dans les délais prévus par la loi, la copie du dossier. Les deux accusés, Océane et Adrien, peuvent s'engouffrer là-dedans pour demander leur mise en liberté. Et là, ils ont des réactions complètement opposées. C'est-à-dire que Océane en profite, elle décide de prendre la liberté qui lui est accordée. Quant à Adrien, lui au contraire, c'est quelqu'un qui accepte sa peine. Donc c'est pas quelqu'un qui estime qu'il doit sortir au bout d'1 an. Après de nombreux mois d'instruction, le procès d'Océane et d'Adrien s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, à Reims. Océane, qui nie toujours les faits, comparaît libre. On arrive au procès tous complètement défaits, on ne sait pas ce qui nous attend. Ce procès s'ouvre quasiment 3 ans après les faits, le 26 janvier 2021. Il va durer 1 semaine et c'est un procès à huis clos, puisqu'ils étaient mineurs au moment des faits. On attendait ce procès avec impatience pour qu'elle retourne en prison, surtout puisque on savait qu'elle, de toute façon, elle était coupable. Et on attendait de ce procès une bonne justice et des années de prison. Au début du procès, il va y avoir un coup de théâtre, c'est que Océane, finalement, reconnaît son implication entière dans l'assassinat de Kevin. On est content qu'elle prenne sa part de responsabilité et qu'il n'y a pas que lui qui va aller en prison. Ça a été donc forcément très éprouvant pour la famille de Kevin, puisque c'est la première fois qu'ils revoyaient Océane, que c'était quand même une jeune fille qu'ils avaient l'habitude de voir le week-end chez eux quand elle était avec leur fils, donc c'était vraiment très dur. La phrase qui va marquer ce procès, c'est celle de l'avocate générale qui va dire que tous les deux, finalement, ont du sang sur les mains. Et dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, il n'y a que Adrien qui a du sang sur les mains. Mais elle va dire qu'ils sont co-auteurs de cet assassinat. L'avocate générale, elle requiert 20 ans de réclusion criminelle pour les deux et elle a été suivie par les jurés. On aurait voulu qu'il y ait plus, forcément. On veut toujours plus de toute façon. Donc on se dit, bon ben voilà, maintenant on va pouvoir commencer notre deuil tranquillement. Mais c'est dur encore aujourd'hui. Et malheureusement, pour moi, ce sera jamais suffisant par rapport à la peine qu'ils ont infligée. Et on se dit que d'un jour à un autre, ils vont finir par revenir peut-être dans notre vie. Alors on a peur, on se demande, mais eux seront libres alors que Kevin ne sera plus là.
On a tous mal de vivre sans Kevin parce que sa présence est tellement irremplaçable qu'il nous manque tellement que faire sans lui, c'est difficile. C'était vraiment quelqu'un d'adorable. Ce qui faisait ça, ce qu'il émanait, en fait, c'était surtout son sourire, sa petite fossette qu'il avait sur la joue, et puis son rire qui parfois paraissait complètement idiot, mais qui faisait à la fois son charme et puis qui permettait d'émaner de lui une joie de vivre. Dans Mourmelon, les gens sont encore très fortement touchés par ce fait divers, d'autant que le parc du Bois des Sœurs maintenant est renommé du nom de Kevin. Pour nous, ça a été une chose très jolie, très jolie. Et moi, j'y vais souvent et chaque fois que j'arrive et que je regarde le petit panneau, je suis fière de lui. Kevin, on l'oubliera jamais. On ne peut pas l'oublier, c'est impossible. Le 4 juin 2018, les pompiers sont appelés en urgence car on leur a dit qu'une femme était donc inanimée dans son appartement à Montmorillon, dans le centre de ce village. La personne qui a appelé les pompiers, en fait, c'est Steve, le meilleur ami de la victime. Je suis monté sur le balcon et c'est là que je l'ai vu allongé derrière la baie vitrée de la cuisine. Je défonce la baie vitrée. Et je la vois allongée, des bleus tout autour du cou. J'ai commencé à lui faire un massage cardiaque et bouche à bouche. Quand les pompiers pénètrent dans l'appartement, ils découvrent la victime. Elle s'appelle Magali. Elle avait les lèvres bleues, le teint violet, et elle a été transportée dans un hôpital le plus proche. Elle est décédée peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Le médecin légiste a conclu, donc après l'expertise, à une strangulation par asphyxie mécanique qui a entraîné la mort de Magali, la strangulation ayant été provoquée par les mains uniquement. Magali, jamais j'aurais pu penser qu'il lui aurait arrivé ça. Non, je pense pas. C'est à Montmorillon, une petite ville de la Vienne, que vit Magali, 23 ans. Issue d'une famille modeste, elle a grandi en Bretagne, entourée de sa sœur et de ses deux frères. Le papa de Magali était ouvrier, sa maman ne travaillait pas, et le couple s'est séparé alors que Magali n'avait que 9 ans. La séparation vient de la maman de Magali qui était victime de violences conjugales et elle a voulu protéger ses enfants, d'une part en divorçant de son mari et d'autre part en plaçant ses enfants qui ont été initialement en foyer et ensuite ils sont allés de famille d'accueil en famille d'accueil. Magali évolue difficilement depuis la séparation de ses parents. Magali a certainement développé une fragilité à ce moment-là qui s'est accentuée avec le temps et ça s'est ressenti également au niveau scolaire puisque elle a abandonné ses études en première alors qu'elle faisait un CAP petite enfance du jour au lendemain sans explication. Magali est une jeune femme à peine majeure et elle va rencontrer quelqu'un et ça va très mal se passer avec cet homme puisqu'elle va subir des violences. Au-delà de la violence, c'était quelqu'un qui ne travaillait pas, qui faisait la manche. C'était un marginal et qui l'a effectivement initié aux drogues dures. Et c'est à partir de cette période que Magali a commencé à se droguer. Et ça a duré 4 ans.
où ça a été pour elle une période extrêmement difficile. Elle avait peur de lui et elle a essayé d'échapper à cela, mais elle n'avait pas la force de le quitter et de dire c'est terminé. Fin 2016, alors qu'elle est toujours en couple, Magali fait la rencontre de Julien, 27 ans, originaire de Montmorillon. Elle fait sa connaissance d'une manière inattendue et insolite. Julien et Magali se sont rencontrés en octobre 2016 à l'occasion d'un jeu vidéo sur Internet qui s'appelle La Guerre des Clans. Alors ce jeu vidéo est un jeu de stratégie, la guerre des clans, où chacun défend son village et parallèlement ils peuvent échanger. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire connaissance. Ils ont joué ensemble quelque temps, 1 mois. Et tout de suite il nous a dit je suis fou amoureux de cette fille, ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie. Elle était magnifique, ça a été tout de suite pour lui, c'était une évidence. Ça a été très très rapide. Donc ils ont échangé donc, à travers ce jeu, après ils ont échangé des photos, et très vite, Julien a proposé à Magali de venir s'installer chez lui à Montmorillon. Mais 3 mois après leur rencontre. Et c'est ce qu'elle a fait, 3 mois après, elle est venue s'installer à Montmorillon alors qu'ils ne s'étaient jamais vus. Elle a quitté sa Bretagne parce qu'elle pensait vraiment vivre le grand amour. Mais en arrivant à Montmorillon, Magali va essuyer quelques désillusions. Julien a vendu du rêve à Magali. Quand il lui a dit de venir s'installer à Montmorillon, il lui avait dit qu'il vivait dans une grande maison, ce qui était faux, puisqu'il vivait dans un appartement. Il lui a dit qu'il était informaticien, ce qui était faux, puisqu'il était programmateur sur machine. Donc il a dressé un tableau très attirant pour elle. Donc elle pensait que cet homme-là allait lui promettre une vie meilleure. Elle connaissait peut-être pas Julien depuis très longtemps, mais ça pouvait pas être pire que ce qu'elle avait en fait et ce qu'elle vivait. Malgré des premiers pas hésitants, Magali parvient à trouver sa place dans l'entourage de Julien. C'est une fille très douce, très joviale, très souriante. Magali, elle est très joyeuse, très pétillante, très énergique. Elle aime énormément les enfants. On a vu Magali et Julien très amoureux, vraiment, il y avait des étincelles dans les yeux, très fusionnels. Voilà, ils avaient énormément de projets ensemble. Elle comme lui, ils y croyaient vraiment. Ils parlaient même de faire un bébé dès le début, enfin lui en tout cas. Julien, il parle de Magali, c'est l'amour fou pour eux. Mais avant de fonder une famille, le jeune couple s'est promis de relever un premier défi. Ce couple a voulu tourner la page d'un passé douloureux, mais surtout a voulu s'en sortir par rapport à la drogue. Et je pense que c'était leur objectif commun quand ils se sont mis ensemble, était d'arrêter, c'est-à-dire d'arrêter la consommation de drogue. Julien avait des consommations de drogue qui pouvaient être parfois excessives, même anormales. Pour Julien, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter parce qu'il a un passé beaucoup plus long que Magali. Magali, elle a découvert donc l'héroïne à l'âge de 19 ans. Ça a duré 4 ans, alors que Julien, lui, il a commencé à l'âge de 16 ans. Donc il y a un écart énorme, c'est-à-dire que lui, pendant 10 ans, il n'a connu que ça. En juillet 2017, le couple s'enfonce dans une crise bien plus profonde. Magali finit par trouver un travail d'animatrice qui lui va très bien parce qu'elle était superbe avec les enfants. Et le problème, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas supporté qu'elle sorte autant de temps de la maison. Ça l'a rendu jaloux, très jaloux. Au bout de quelques semaines de relation, Julien il a commencé déjà à lui enlever son téléphone pour qu'elle ait plus du tout de contact avec l'extérieur.
aussi à lui prendre certains de ses papiers importants pour qu'elle n'ait aucune solution pour pouvoir aller frapper à d'autres portes. Il isole complètement Magali. Elle ne voit plus personne, elle ne sort plus, elle ne doit même plus aller travailler, c'est une catastrophe. Et puis très vite, les mois passent et la routine s'installe. Et très vite, elle va se confier à son petit frère, dont elle est très proche, et elle exprime son mal-être au sein du couple. Tout n'est pas rose. Souvent, Magali et Julien s'engueulaient, oui. Les difficultés dans le couple, il n'en parlait pas vraiment. Mais ça se voyait qu'il y en avait. Même si Magali ne semblait pas heureuse, rien ne laissait présager que sa vie prendrait une tournure si dramatique. Jusqu'à cet appel aux pompiers, le 4 juin 2018. C'était une jeune fille sans histoire qui travaillait à Montmorillon, qui avait une vie banale et qui se retrouve donc étranglée dans son appartement. Les gendarmes vont se saisir du dossier et vont ouvrir une enquête parce qu'il s'agit d'un crime violent, c'est une strangulation et il y a forcément un coupable qui est dans la nature. Est-ce qu'il est en cavale? Les gendarmes vont le chercher. En fin de journée à Montmorillon, c'est la stupeur. Les proches de Magali apprennent la terrible nouvelle. C'est mon mari en fait qui reçoit un coup de téléphone sur son téléphone où ils lui disent qu'il y a eu un accident, un gros problème, et que Magali a été retrouvée, du coup, est décédée dans son appartement. J'y croyais pas. Moi, pour moi, j'ai dit c'est pas possible. Nous, on a été choqués. Parce qu'on a quand même vécu dans la même cour que cette personne, quoi. J'ai appris sa disparition à Magali parce que exactement à ce moment-là, je me baladais en bas de chez elle et j'ai vu donc un ami qui escaladait le balcon de Magali. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé tout ça. Les gendarmes, dans un premier temps, ont contacté l'entourage de Magali et sont très vite donc arrivés à l'hypothèse du meurtre. Et pour cause, une amie de Magali va faire des révélations aux gendarmes, qui vont très vite orienter l'enquête. Je me suis dit, il y a un problème. Et mon mari me dit juste dans la foulée, c'est bizarre parce que je viens de voir Julien partir en courant il y a 5 minutes. Et je sais pas, ça a été comme une évidence. Julien, Magali, on savait qu'elle avait des soucis avec lui. On a réussi à faire très vite le rapprochement. L'enquête démarre pour les gendarmes de façon simple. Ils ont très vite creusé la piste du petit ami avec cette volonté de vouloir le trouver pour lui demander des explications. À ce moment-là, Julien n'était pas joignable, son téléphone était éteint, il n'était pas à son domicile, personne ne savait où il était. Les gendarmes s'intéressent alors de plus près à Julien, 28 ans. Ils épluchent son casier judiciaire. Les gendarmes ont découvert qu'il avait eu une condamnation en 2013 par le tribunal correctionnel de Poitiers. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis pour appel malveillant, violation de domicile et menace de mort à l'encontre de son ex-compagne, Léa. Je la connaissais et plusieurs fois, elle nous racontait certaines violences, certaines disputes, mais lui, il nous avouait vraiment que non, c'était pas vrai, il irait pas jusque-là. Comme nous, on voyait pas les choses, on pouvait pas acquiescer. Sauf qu'un jour, son ex nous a prévenu que Julien était arrivé chez elle et qu'il avait tout cassé, qu'il l'avait menacé, qu'il avait pété les plombs. Et là, effectivement, on a eu la preuve que Julien était violent avec son ex. Léa explique que Julien était agressif, impulsif, qu'il était pervers narcissique
et qu'il avait tenté de l'étrangler à 2 reprises. Et les gendarmes ont très vite compris qu'on était dans une histoire similaire. Julien devient rapidement le suspect numéro 1 dans le meurtre de Magali. D'autant plus que des témoins décrivent le jeune homme comme un individu violent. Il y avait une petite bagarre, si on peut dire, parce que Magali avait trouvé effectivement du Subutex dans les affaires de Julien et elle n'était pas du tout au courant. Le Subutex est un médicament de substitution aux opiacés et elle veut une explication. Et lui n'a pas voulu en discuter. Parce que pour eux, ils avaient fait comme un pacte, comme quoi il n'y avait plus ni de drogue, ni de produits de substitution, etc. Et lui, c'est vrai que Julien se cachait depuis le début de ça d'elle, elle ne le savait pas du tout. Donc elle n'a pas aimé et ça a commencé à exploser à partir de là. Julien a commencé à la pousser, a commencé à lui tordre le bras, à la mettre sur le canapé. Le fait d'habiter juste à côté, on se posait la question si que c'est pas lui qui se cognait ou s'il tapait dans le mur. On savait pas trop si c'était le fait qu'il cognait sur Magali. On peut pas juger parce qu'on voit pas à travers les murs. Le lendemain, j'ai une de mes filles qui a envoyé un message à Magali pour lui demander si ça allait bien et c'est là qu'on a su qu'elle était partie chez ses parents, se ressourcer un peu parce qu'elle savait plus trop comment ça se passait dans son couple. Et nous, on était contents parce qu'elle était partie là-bas, quoi. Mais après, on comprenait pas pourquoi qu'elle revenait, en sachant qu'elle avait eu un problème avec Julien et on comprenait pas pourquoi qu'elle était revenue, quoi. Elle est amoureuse et quelque part, elle a rien ici, elle a personne. Elle sait pas chez qui elle est frappée, qui peut la protéger et à qui elle peut faire confiance. Les gendarmes concentrent leur enquête sur cette vie de couple tumultueuse entre Julien et Magali et découvrent d'autres épisodes de violence conjugale. L'été 2017 a été effectivement marquant puisque la directrice donc, du centre de loisirs où travaillait Magali découvre qu'elle a des traces donc, au niveau du cou et l'interroge. Et Magali n'a pas nié, elle a dit que c'était son compagnon qui l'avait effectivement violentée. La directrice lui conseille de contacter une personne pour l'aider et lui conseille évidemment de partir. Et Magali n'a pas suivi son conseil et n'a pas quitté Julien. Je lui disais, écoute, je ne comprends pas, je n'ai plus de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et elle a baissé la tête et elle a relevé ses cheveux pour me montrer des traces de strangulation. Je lui ai dit, mais c'est quand même pas Julien qui t'a fait ça. Et elle a eu les larmes aux yeux. Et là, elle m'a expliqué que du coup, elle pouvait pas me contacter parce qu'elle avait plus ni de portable ni de numéro. Voilà, donc elle était un petit peu prisonnière. Comme on était sur son lieu de travail, ça n'a pas été évident de discuter. Magali m'a demandé mon numéro de téléphone sur un bout de papier qu'elle a caché directement dans son soutien-gorge quand même. Elle voulait juste de l'aide, mais porter plainte, je pense pas. Elle croyait que Julien était capable de changer et qu'elle l'aimait tellement qu'elle ne voulait pas l'enfoncer encore plus. En août 2017, Magali trouve un nouveau travail comme nounou à domicile chez un couple de restaurateurs. La jeune femme fait bonne figure, mais son employeur remarque des signes extérieurs très alarmants. Elle est extrêmement contente parce qu'il y a un bébé, parce qu'elle peut s'occuper d'un bébé et que c'est vraiment super. Donc là, elle est vraiment ravie qu'il y ait ce nouveau-né qui arrive dans notre vie. Ce qui va trahir un peu ce qu'elle vit, c'est des marques, notamment sur le cou, que je repère, ou sur le bras en fait également. Quand elle est un peu dénudée, je vois qu'il y a des marques sur son corps. C'est délicat parce qu'on ne sait jamais trop dans quelle mesure on peut intervenir. Donc, de façon assez discrète, en fait, je vais simplement lui dire tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est-à-dire, un homme, il n'a pas à nous frapper ou il n'a pas à être violent. Malgré la main tendue par son employeur, à la fin de l'année 2017, le calvaire de Magali n'aurait fait que s'accentuer.
Magali et Julien sont venus pour le Nouvel An. Et Magali portait des traces de coups, d'étranglement sur le cou. Donc voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des violences. Magali n'a pas voulu rentrer dans le sujet. J'ai demandé à Julien pourquoi, et il n'a pas voulu me répondre. Il était gêné. Et le seul truc qu'on avait à faire, nous, en tant que voisins, c'est de dire, de partir et de ne pas rester avec cette personne, d'aller voir les gendarmes s'il fallait, d'aller voir des personnes qui pouvaient mieux l'aider que nous, parce qu'on n'est pas habilité à faire grand-chose. Magali veut quitter Julien depuis un moment. Elle n'ose pas. Elle a vraiment peur. Elle en parle autour d'elle, mais ne le fait pas. Grâce aux auditions des proches de Magali, les gendarmes découvrent qu'au printemps 2018, la jeune femme cherche une échappatoire à cette vie de couple dont elle se sent prisonnière. Magali a tenté de s'évader en allant sur Internet et elle s'est échappée de cette façon-là. Au lieu de s'échapper physiquement, elle s'est échappée virtuellement et c'est là qu'elle a rencontré Thomas. Thomas est un jeune homme de 24 ans, du même âge que Magali, qui vit dans le Vaucluse et qui travaille dans le Vaucluse. 400 km les séparent. La relation entre Thomas et Magali se noue alors que Magali est toujours avec Julien. Et je pense que ça l'aide. Au départ, leur relation était purement amicale. Donc ils échangeaient sur Internet et il est une béquille à ce moment-là pour elle. Mais je ne pense pas qu'elle était amoureuse de Thomas. Je pense que Thomas lui permettait de sortir de son quotidien. Et c'était une façon, comme une autre, d'en sortir. Et Thomas était là au bon moment. Julien se doute de quelque chose parce que Magali échange avec Thomas, donc avec son téléphone, mais devant Julien. Et donc ça peut être dans le salon, mais également le soir, dans le lit. Et Julien se doutait qu'il y avait certainement quelqu'un d'autre. Début mai 2018, la situation est explosive au sein du couple. Julien est tendu et sort de ses gonds à la moindre dispute. C'est dans cet état d'intense nervosité qu'il va commettre l'irréparable. Julien prépare le dîner et propose à Magali de mettre le couvert pour s'installer pour le dîner. Et Magali refuse de manger. Lui s'énerve en disant bah non, il faut que tu manges, etc. Et la dispute commence sur cet épisode-là. Et puis elle a dû lui dire qu'elle en avait marre et que c'était plus possible. Et en fait, je reçois un appel un lundi. Elle est en pleurs. J'ai même du mal à comprendre ce qu'elle me dit en fait parce qu'elle a du mal à respirer, que c'est compliqué. Et elle me dit venez me chercher, j'ai peur, il m'a mis un couteau sous la gorge, j'ai peur, il faut venir me chercher. Elle a vu dans son regard, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'il était capable de la tuer. Donc on lui dit prépare tes affaires, on arrive. Donc mon mari il prend du coup la voiture, il part chez elle, il charge toutes ses affaires du coup dans le camion. On revient ici et on l'installe à l'hôtel le temps de lui trouver un appartement. Cette agression au couteau est pour Magali la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le lendemain des faits, elle met un terme à sa relation avec Julien et tente de tourner la page. Rapidement, ensemble, on va voir les agences immobilières et on trouve un appartement. Donc après, on se cotise tous, tout le monde donne un petit quelque chose, un canapé, une table, un lit, etc. Et on arrive tous ensemble à meubler en fait l'appartement de Magali. Et donc là, elle est installée, elle est heureuse, elle redémarre une nouvelle vie, elle n'a plus Julien autour d'elle, elle veut reprendre ses études et elle démarre la nouvelle vie qu'elle attendait depuis un petit moment déjà. À ce moment-là, Thomas venait voir régulièrement Magali à Montmorillon. Et le couple n'avait pas encore de projet, mais en tout cas, essayait d'y croire. Cette histoire avec Thomas, effectivement, prenait forme de façon plus concrète et je pense que Magali projetait quelque chose de sérieux avec Thomas.
Je pense qu'elle avait vraiment trouvé quelqu'un de gentil et qui prenait soin d'elle. Si tout semble au beau fixe pour Magali, de son côté, Julien broie du noir. Julien n'accepte pas la séparation, comme il ne l'avait pas accepté d'ailleurs avec celle d'avant, hein, Léa. Julien, à partir de la séparation, a développé des symptômes dépressifs. Il ne dormait plus, il ne s'alimentait plus, il avait augmenté sa consommation d'alcool, il n'arrivait plus à se concentrer. Hein. Sur son lieu de travail, il était tout le temps sur son téléphone, donc il n'arrivait plus à se fixer sur son quotidien. Magali était harcelée tous les jours par Julien, par message, par appel. Julien lui envoie des SMS à longueur de temps et puis il fait un petit peu chaud-froid, c'est-à-dire qu'il passe des SMS où il la menace à des SMS où il l'aime, il ne peut pas vivre sans elle. Et en fait, c'est ça, il fait chaud, froid, chaud, froid. En fait, il ne sait pas trop comment faire pour la récupérer. Elle lui dit clairement qu'elle ne veut plus, hein, que c'est terminé. Donc on lui a conseillé de changer de numéro de téléphone, etc. Mais bon, c'était un peu difficile. Voilà, donc elle avait coupé un peu tous les liens, elle avait bloqué sur Internet. Mais il restait toujours le téléphone où il pouvait lui envoyer des messages. Julien demande à Magali à quel moment il peut passer pour lui rendre ses affaires. Donc il y avait un robot de cuisine, les affaires du chat, puisque quand ils vivaient ensemble, ils vivaient avec un chat. Julien demande à Magali une date et les deux décident qu'il viendra remettre les affaires le 4 juin 2018. En fin d'après-midi, ils avaient fixé 18h. Le 4 juin 2018, le rendez-vous entre Julien et Magali s'annonce sous haute tension. Donc juste avant de voir Magali le 4 juin, Julien a perdu très vite le contrôle de la situation. Je pense que sa pathologie dépressive n'a pas aidé. Et il apprend par son cousin François-Xavier que Magali a quelqu'un dans sa vie. Les doutes que Julien avait depuis de nombreuses semaines ont été confirmés par la révélation de François-Xavier le matin du 4 juin. Donc Julien, dans cette situation psychologique où il est dépassé, envoie un SMS à son cousin François-Xavier où il écrit qu'il va tuer Magali. Où il lui écrit d'en parler à personne et d'effacer le message. Magali avait peur de toute façon de cette rencontre. Mais oui, elle a pris ses dispositions quand même. Magali m'envoie un message pour me demander de rester dans les escaliers pour que je sois à côté. S'il se passait quelque chose, en fait. Tout simplement. Et puis Thomas, mais comme Thomas était à 400 km, ça ne pouvait être que par le téléphone, et donc elle avait des écouteurs et elle était en contact avec Thomas de cette façon-là. Aux alentours de 18h30, Julien arrive chez Magali. Elle l'invite à pénétrer dans son appartement. Elle n'est pas complètement pétrie par la peur parce qu'elle le fait monter. Elle aurait pu refuser. Elle ne l'a pas fait. Alors au début de l'entrevue, tout se passe très bien. Donc Magali et Julien prennent un café, fument une cigarette. Et puis à un moment donné, il voit qu'elle est en communication avec quelqu'un. Et il se doute fortement qu'il s'agit de Thomas. Et il lui demande d'enlever ses écouteurs. Et elle refuse. Julien était très énervé que Magali soit en communication avec Thomas. Donc là, il va rentrer dans une fureur, dans la violence, et on a un témoignage de cette violence. C'est tout simplement Thomas qui est à l'autre bout du fil, hein, qui écoute ce qui se passe. Il entend donc des éclats de voix, il entend une dispute, il entend Magali qui dit distinctement « arrête », et puis après il entend des coups étouffés, et puis plus rien, et puis le téléphone se coupe. Thomas a assisté par téléphone à la scène en direct. À ce moment-là, la porte s'ouvre de chez Magali
Et en ne voyant rien, j'entends juste quelqu'un courir très rapidement jusqu'en bas. J'ai envoyé un message à Magali, mais personne ne m'a répondu. Donc j'ai été voir à sa porte, j'ai frappé, et il y avait personne n'a ouvert en fait. Donc je suis redescendu et puis on a commencé à s'inquiéter. Avec des amis, on essaye de l'appeler, on essaye de frapper à sa porte, on essaye de la trouver, quoi. On se dit peut-être qu'elle est partie aussi avec Julien, on n'en sait pas plus. Au bout d'une demi-heure, vraiment pas de nouvelles, et en sachant que je devais l'emmener en course aussi, j'étais vraiment inquiet. Donc je suis monté sur le balcon, et c'est là que je l'ai vu allongé derrière la baie vitrée de la cuisine. Le lendemain du meurtre de Magali, les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour interpeller Julien. Recherché pour homicide, l'étau se resserre sur l'ex-petite amie. Le lendemain des faits, la brigade de recherche de Poitiers reçoit un appel. Alors cette personne est un ami de Julien, un ami alors pas proche, hein, c'est un ami de la drogue, c'est-à-dire ensemble ils consommaient de la drogue, et Julien l'avait contacté le matin pour le voir, pour le rencontrer. Et cet ami lui avait fixé un rendez-vous sur une place publique à Poitiers, et comme il savait qu'il était recherché, c'est lui qui l'a dénoncé donc auprès de la brigade de recherche de Poitiers. Julien se fait interpeller le lendemain, donc le 5 juin, sur une place publique à Poitiers, sans aucune résistance. Et il a coopéré à partir de ce moment-là. Je suis arrivée dans les locaux de la gendarmerie très rapidement, et lors de l'entretien, la première phrase qu'il m'a dite, c'était « J'ai tué la femme que j'aimais, je ne voulais pas la tuer ». Si Julien reconnaît le meurtre de Magali dès les premiers instants de sa garde à vue, il n'explique toujours pas son geste. C'est en examinant son téléphone que les gendarmes vont trouver des éléments qui semblent décrire un scénario criminel prémédité. Julien, le matin des faits, a fait des recherches sur la façon d'étrangler, sur la façon de faire un nœud, et des recherches également sur le chloroforme. Le chloroforme est un anesthésiant qui peut aider quand on veut tuer quelqu'un à l'endormir. Mais Julien n'a pas acheté de chloroforme. À l'intérieur de la voiture de Julien, les gendarmes ont découvert plusieurs choses. Une bouteille de whisky vide, une corde avec un nœud. Julien avait dit à plusieurs personnes qu'il souhaitait se suicider. Et puis on va trouver aussi une liste sur un bout de papier, et cette liste est vraiment éloquente. Cette liste, c'est plutôt une lettre manuscrite. Cette lettre est très importante dans le dossier parce qu'elle démontre que Julien aurait commis non pas un simple meurtre, mais un assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, et qu'il aurait tout calculé, il aurait carrément fabriqué un scénario de cette journée et qu'il l'a mis à exécution. Aller chercher 2 mètres de corde, charger les affaires de ma dulcinée, faire ce que j'ai à faire et lui faire l'amour une dernière fois pendant des heures, aller m'occuper de moi. Il a écrit faire ce que j'ai à faire, on ne sait pas ce que c'est. Et il écrit aussi voilà, faire l'amour à Magali, mais voilà, là on ne sait toujours pas si c'était avant, après, voilà, donc il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce papier qui est source, à mon sens, de discussion. Et on ne saura jamais vraiment s'il avait prémédité ou non, même s'il y avait des éléments qui laissaient penser le contraire. Le 7 juin 2018, à l'issue de sa garde à vue, Julien est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Son expertise psychologique retrace l'itinéraire d'un jeune désœuvré.
La vie de Julien a basculé à partir de 9 ans, lorsque ses parents décident de se séparer. Julien le vit extrêmement mal et assiste à toutes les scènes de violence entre le père et la mère, et il explique être sur les marches de l'escalier de la maison et de tout entendre. Il a été très marqué par cette séparation, d'autant qu'il était très proche de son père. Et à partir de la séparation, il a perdu de vue son père, qui a sombré dans l'alcool et dans la dépression. Il a beaucoup souffert de l'absence de son père. Et c'est vrai qu'il aura eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et c'est là qu'il bascule dans la drogue à l'âge de 12 ans. Et puis ensuite, donc la vie terrible qui va suivre, puisqu'il devient marginal, il arrête l'école, il est complètement déscolarisé, il ne travaille pas et il sombre dans l'héroïne à l'âge de 16 ans. À 18 ans, Julien décide de quitter Montmorillon et de sillonner la France. Donc il devient un clochard avec un chien et donc il fait la Manche. Et il a été beaucoup aidé par sa grand-mère qui lui a permis de rebondir et de s'insérer lorsqu'il a été de retour dans la région de Montmorillon, lorsqu'il avait 23 et 24 ans. En décembre 2020 s'ouvre le procès de Julien devant la cour d'assises de Poitiers. Il fallait, à mon sens, énormément jouer sur la personnalité de Julien, en appuyant sur son parcours de vie particulièrement chaotique, douloureux et abandonné. C'était un peu le procès de l'enfant abandonné qui ne supporte pas d'être quitté, et c'était, avec Magali, quand elle l'a quitté, l'abandon de trop. Julien est jugé pour homicide volontaire avec préméditation. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Moi, j'attendais du procès de Julien qu'il ouvre les yeux sur la gravité de la chose, d'enlever la vie de sa petite amie de cette manière-là. C'est extrêmement grave. J'ai été au procès. 3 jours de procès assez durs. Très, très dur même. Se rappeler des mauvais souvenirs quand Magali est partie et d'apprendre plein de choses qu'on ignorait. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il avait prémédité son geste suite à des recherches sur Internet, une liste qu'il avait fait, plein de choses comme ça qui ont fait qu'on est tombé des nues. Quand on a su pour la lettre, on a été extrêmement surpris parce qu'on s'est vraiment dit, mais en fait, c'est pas un coup de nerf, c'est quelque chose qui prépare depuis longtemps. Donc c'est encore bien pire. Julien conteste la préméditation parce qu'il ne se souvient pas avoir fait des recherches sur Internet sur la façon d'étrangler sur le chloroforme. Et en réalité, il avait bu énormément ce jour-là, au moins une bouteille de whisky, et il n'était pas dans son état normal. Durant toute la durée de son procès, Julien reste impassible. Son attitude choque les proches de Magali, qui attendent des réponses de sa part. Julien, pas une larme. Et il a baissé la tête pendant ces 3 jours de procès. Il n'a pas regardé dans les yeux la famille. Voilà. Ça lui faisait ni chaud ni froid, comme s'il était absent, comme s'il n'était pas là, et comme s'il continuait à pas comprendre et à pas reconnaître surtout ce qu'il avait fait. La présidente de la cour d'assises a été très étonnée de voir qu'après avoir tué Magali, Julien s'est rendu dans un fast-food pour dîner. Comment pouvait-il avoir faim après avoir commis un tel acte? La présidente a été très très surprise de cet événement, qui a évidemment desservi à Julien. Il a été
peu dans l'empathie. Et ça lui a été beaucoup reproché par donc la Cour. Le 14 décembre 2020, après 3 jours de procès, le verdict tombe. Le tribunal retient la préméditation et Julien est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, les souvenirs qui restent, c'est la bonne humeur que Magali avait, son sourire et sa joie de vivre. On a appris au procès qu'il avait déjà reproduit ce genre de schéma, parce que une de ses ex-copines, il y a eu la même chose jusqu'au moment où elle porte plainte. Et à ce moment-là, il a pris peur et il l'a laissé tranquille. Et c'est là où on a beaucoup de regrets, parce qu'effectivement, peut-être que si on avait insisté beaucoup plus et qu'on l'avait plus accompagnée pour qu'elle aille porter plainte, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.